Bienvenue sur I Broke a Leg, le podcast de l'Association française pour la santé des artistes de performance. Céleste Rousseau, Zoé Karlikov. Dans l'épisode précédent, Bertrand Chamaillou nous racontait en détail son problème à la main, il y a maintenant plus de 10 ans, ainsi que ses symptômes et son parcours de soins jusqu'à la rencontre de Jacques Dethiège, pianiste et pédagogue belge, aujourd'hui décédé. L'épisode suivant raconte comment Bertrand Chamaillou a surpassé ce trouble et réussi à rejouer. Ce jour-là, il m'a donné son numéro de téléphone et il m'a donné un exercice. Alors l'exercice, qui est un exercice pour moi de base aujourd'hui, que je continue à pratiquer, c'est un exercice de rotation en fait, des doigts. L'idée, c'est de clairement opposer le pouce avec chacun des autres doigts. En pratiquant une rotation donc au niveau de là, celle-là. Ah oui, c'est la métacarpophalangienne. Voilà, métacarpophalangienne. Pour les non spécialistes, c'est entre le métacarpien, oui. le premier métacarpien, et la première phalange. Métacarpophalangienne. Donc ici, faire des petites rotations dans un seul sens, c'est-à-dire vers l'intérieur de la main, et non pas vers l'extérieur. Parce que je dois dire, et ça, je ne vais pas encore une fois faire de critique, mais à la clinique du musicien, pour soi-disant rétablir l'équilibre, on m'a fait faire un mouvement de rotation externe, qui, j'avais l'impression, me faisait du bien, vers ici. Or, lui m'a dit, il ne faut jamais faire ce mouvement. Par opposition à ça, chacun des doigts... Pareil. Oui, mais c'est de pas... l'index. Deuxième métacarpien, et première phalange de l'index. Donc faire des petites rotations en direction du pouce. Évidemment, en veillant à ne pas crisper, notamment ce muscle-ci, et le reste d'ailleurs, ou ne pas, par exemple, se retrouver dans la situation où on crispe d'autres doigts. D'arriver à être très calme. Et en fait, le but, c'est de faire un 8, ou comme une sorte de ruban, et de pouvoir travailler ce mouvement en opposition, dans l'espace, comme ça. Donc, ça paraît simple comme ça. Très bien, monsieur. je ferai ça. Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, c'est évidemment pas simple de le faire bien. D'arriver à bien faire le 8, à trouver une sorte de point de jointure pratiquement, et sentir qu'on transvase en fait le poids, c'est-à-dire que l'énergie, effectivement, quand on passe à l'autre doigt, il faut décrisper quelque part, donc etc. Donc, lui, il le faisait parfaitement, mais il me dit, il faut faire un quart d'heure par jour. Voilà, mais il me l'a fait répéter littéralement pendant 1 heure l'après-midi, l'exercice, pour être sûr que je le faisais bien. Ça, je l'ai fait quelque temps, et en fait, j'ai pu observer que ça me faisait beaucoup de bien. Donc ça faisait beaucoup de bien dans vos sensations. Ah oui, dès que je jouais du piano derrière, d'un coup, j'avais une main beaucoup plus équilibrée. Ça avait l'air de marcher plutôt bien, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est développé aussi conjointement avec la méditation ? Parce que finalement, et dans cette prescription de 15 minutes, on pourrait se dire aussi qu'il y a un tel contrôle, une telle attention au moment, que ça rejoint un peu ce que vous nous disiez au préalable sur la méditation. Alors, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait, je pense, d'avoir pratiqué la méditation avant m'a aidé. D'ailleurs, ce professeur, ensuite, s'est beaucoup référé au bouddhisme zen. C'était pas d'une manière ésotérique pour tout mélanger, quoi. Effectivement, quand il m'a fait faire ces exercices, j'avais, je pense, déjà une certaine aptitude et même j'aimais ça vraiment beaucoup. C'est vrai que peut-être j'avais un terrain aussi favorable pour ça. À un moment donné, je faisais des concerts. Dès que j'avais l'impression de tout dégringoler, je refaisais mon exercice. En tout cas, alors est-ce que c'était vraiment l'exercice ? Je pense que oui. Et en même temps, l'aspect aussi psychologique. Dans mon parcours, ça a été toujours lié, les deux choses. J'avais l'impression que ça me faisait du bien. Et de ce fait, j'avais trouvé un petit peu ce rempart, quoi. Je me disais, quand ça va pas, je fais ça. Et j'avais l'impression que tout de suite, ça avait un effet. C'est comme prendre un petit médicament. Ça avait un espèce d'effet immédiat, mais naturel. Donc c'était l'avantage par rapport au médicament, d'amélioration. Est-ce que ça vous préparait aussi au jeu presque ? Est-ce que vous l'avez pratiqué par exemple avant de monter sur scène ? Oui. Mais bon, c'était pas suffisant, hein, malgré tout. Je dis pas que tout a été résolu en un claquement de doigts. En tout cas, ça, c'était une piste qui me paraissait améliorer la situation. Et donc, je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on se voit et qu'on discute plus longuement. Et je commençais un travail avec lui de cours de piano, dont la plupart étaient hors du piano. On a fait des morceaux plus tard, mais en fait, on ne travaillait même pas des morceaux, on travaillait que des configurations. J'estime avoir surmonté le problème avec lui en moins d'1 an. Alors que quand je l'ai vu, ça faisait 2 ans et demi que j'étais un peu en perdition, quoi. Quand je dis surmonter, c'est plutôt de l'avoir...
J'estime en fait que je ne l'ai pas 100% surmonté parce que je pense qu'il y a une sorte de séquelle ou enfin, quelque chose qui est quand même imprimé quelque part, comme une blessure ou une cicatrice qui pourrait revenir. Je dis souvent, mais c'est une image, hein, j'ai l'impression d'avoir mis mon problème dans une cage. Je l'ai dompté quelque part. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je sais ce qu'il faut faire pour l'éviter ou pour l'empêcher de se réactiver. Donc je le sens. Je sens à des moments quand je suis fatigué, que je me laisse un peu aller, que ça pourrait se réenclencher, mais j'ai l'impression d'avoir suffisamment d'exercices, de conscience de comment ne pas tomber dedans pour arriver à systématiquement que ça ne se reproduise plus. Quand je l'ai revu, effectivement, il m'a expliqué à quel point on ne frappe pas une touche, mais on saisit le son. Au contraire, on saisit la touche et qu'on crée une sorte de grippe, quoi. Enfin, comme au golf. Et que dès que l'équilibre est rompu, tout dysfonctionne. Alors je me suis rendu compte d'une chose, j'avais deux tendances différentes, je dirais pouce index majeur qui jouait comme ça en préhension, mais les autres, et particulièrement le cinquième doigt, qui lui poussait. J'avais l'impression du coup que ma main travaillait de deux manières différentes en même temps. Et encore aujourd'hui, c'est une chose contre laquelle je lutte, malgré tout. Et puis, la conscience, évidemment, qu'il fallait travailler sur la partie où il y a vraiment les terminaisons nerveuses, de pouvoir trouver cette flexibilité quand on est sur la pulpe du doigt, de toute la main, autour de la pulpe du doigt. Je sais pas si c'est Une très forme clair. de vibrato presque. Presque une sorte de vibrato, mais... Alors lui, il expliquait que, selon lui, on avait plus de terminaisons nerveuses vers l'extérieur du doigt que de l'autre côté. Et qu'il fallait... En tout cas, il disait qu'il fallait aller de la partie la moins sensible du doigt vers la partie la plus sensible. Et que le résultat d'un toucher, je dirais quasi parfait, serait la combinaison idéale de ces deux mouvements. Et donc... Presque d'envelopper. Oui. Et donc c'est... Évidemment, tout ça, c'est schématiquement l'idée que chaque doigt va rejoindre le pouce. Une autre chose qui m'a fait beaucoup de bien, et notamment par rapport au fait de décrisper le pouce, c'est de me dire que selon lui, au piano, ce qu'on appelle le passage du pouce est en fait une illusion. C'est-à-dire qu'on a toujours appris, quand on faisait les gammes, à passer le pouce, et un jeu soir, on nous faisait travailler des exercices où carrément on nous faisait tordre sous la main le pouce très fort, comme ça, et on nous faisait travailler, répéter. Je le fais pas trop parce que ça fait mal. Et on nous faisait pour travailler, soi-disant, l'extension du pouce, avec une torsion du poignet pour passer le pouce. Et donc on est dans une situation où, effectivement, quand on joue pouce 2, par exemple, on se retrouve sur l'index, on passe le pouce, c'est encore faisable. Mais imaginons qu'on joue 5 doigts et qu'on doit passer le pouce sous l'auriculaire, en réalité, on se retrouve dans des situations de torsion extrême. Or, moi, on m'a toujours dit, un vrai legato, on n'estimait pas qu'on quittait la touche à un quelconque moment. Donc il fallait, quitte à tordre la main dans tous les sens, aller jusque-là et se retrouver dans des situations de torsion extrême. Or, en fait, ce qu'on a travaillé, c'était un peu extrême, c'est-à-dire en me disant de travailler comme des coups d'archer. On plaçait le pouce collé quasiment au couvercle du piano, au fond de la touche. Bon, si on grossissait le geste, en fait, à chaque fois qu'on allait jouer, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, on allait ramener la main vers soi. On faisait par exemple Do, Ré, Mi, on arrivait au bord du Mi, en tirant depuis le pouce qui était au couvercle, le Ré, on glissait sur la touche, on arrivait sur le Mi au bord. Bon. Et puis quand on allait passer le Fa, au lieu de passer le pouce sous la main, on repositionnait la main vers l'avant sans que le poignet pousse vers l'avant. On repositionnait la main et on jouait, mettons, Fa, Sol, La, Si. Et on arrivait sur le Si au bord, et comme ça, etc. Et selon le nombre de doigts qu'on avait, par exemple, il fallait calculer un peu la vitesse de déplacement du bras. C'est évident que si on n'avait que 2 doigts, on faisait une vitesse plus grande, 3 doigts un peu moins, 4 doigts, 5 doigts, on allait un peu plus lentement.
Et par exemple, s'il y avait une touche noire, si on faisait par exemple une gamme de sol majeur, on faisait sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse. Comme le fa dièse est un peu plus loin, on travaillait à ne pas aller trop loin pour arriver sur le bord du fa dièse sans avoir à repousser le bras ou le poignet vers l'avant. Et alors le credo, parce qu'on parlait en anglais, il disait toujours save energy. C'était comment arriver à trouver les mouvements où on n'avait pas de déperdition inutile d'énergie. Et donc ce qui faisait le passage du pouce, pour lui, c'était là pour le coup, au niveau des omoplates et tout, c'est au niveau du dos, comment on gère le déplacement du bras et de l'épaule, comme s'il y avait un fil attaché au niveau de l'omoplate. Ça déjà, c'était une notion nouvelle. Donc ça, cet exercice-là, il m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, on arrivait. Là, pour le coup, ça allait bien avec, je dirais, la rééducation des omoplates que j'avais faite. C'est effectivement quand l'épaule est bien tenue, on peut libérer plus facilement le pouce. Et effectivement, le pouce est libre et peut articuler convenablement. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est la rigueur avec laquelle j'ai fait ces exercices, la lenteur aussi. Et puis ensuite, il y a eu une autre chose qu'on a beaucoup fait, qui m'a énormément aidé, c'était travailler sans produire de son. Ou alors très peu, c'est-à-dire sans énergie. Et cette capacité à sentir, est-ce que vous diriez que vous l'aviez déjà et que vous l'avez nettement améliorée? En fait, quels conseils donner à ceux qui déjà ont du mal à sentir, en fait, comment fait-on pour enseigner la sensation? C'est une question difficile. Parce que je pense qu'effectivement, moi j'avais un terrain, encore une fois, le fait que j'ai été attiré par la méditation. Moi, je côtoie des gens qui me disent je ne tiens pas 2 secondes en méditation. Donc c'est pas évident d'expliquer à quelqu'un qui a du mal comment il faut faire. Moi, ça me rappelle un peu quand j'étais petite, qu'on me disait de travailler lentement. Et j'aimais pas ça du tout. Mais en fait, quand je vous écoute là, de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on travaille lentement. Parce qu'on nous dit tous quand on est petit, travaille lentement, mais travaille lentement pourquoi? Mais je peux le faire vite. C'est pour justement avoir cette conscience du corps. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas en fait. En fait, moi, encore une fois, j'ai pas la science infuse par rapport à ça. Moi, je peux partager mon expérience. Il est vrai que c'est plus facile de partager avec des gens qui sont à un certain niveau et qui ont éventuellement des problèmes pour leur expliquer ça. Je ne saurais pas enseigner à des petits, je pense, parce que c'est une vraie compétence qu'il faut avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que d'une certaine manière, on doit expliquer la finalité de ce pourquoi on fait quelque chose. En fait. Moi, au début, quand il m'a fait faire l'exercice, c'était presque une provocation. Il m'a dit faites ça et puis vous verrez bien. Mais après, il m'a beaucoup expliqué à quoi ça se raccrochait rationnellement. Et je pense que tout ce qu'on peut arriver à expliquer, à essayer de faire comprendre toute la chaîne, c'est pas toujours évident parce que c'est abstrait. Mais de pouvoir expliquer en fait ce à quoi ça mène, c'est toujours une bonne chose. Ça, et puis je pense qu'effectivement, l'autre chose, c'est qu'il faut probablement se faire l'idée que la musique, ça peut être de l'inconfort, hein, dans le sens où émotionnellement, etc., il peut y avoir de l'inconfort, mais on peut même avoir une forme d'inconfort physique parfois sur scène. Mais je crois que la base d'une technique scène, elle ne se trouve que dans une forme de confort physique. Quand on sent qu'un geste est douloureux, c'est qu'il n'est pas bon. Moi, je me souviens qu'au début, quand je travaillais la campanella de Liszt, où il faut faire des notes répétées à 4 doigts, j'avais jamais fait ça. J'avais l'impression que le fait de souffrir pour arriver à faire un truc pendant des heures allait m'aider à améliorer la situation, que j'allais me fortifier. Ouais, on se muscle. Voilà, on se muscle dans l'idée du bodybuilding. Quasiment. Oui, le no pain, no gain. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux par rapport à ça. Et finalement, ça rejoint totalement, effectivement, les rééducations, en fait. C'est-à-dire expliquer quelle va être la finalité, par quel mécanisme, toujours infra-douloureux. Enfin, tout ça le no pain, no gain, à la limite, moi je veux bien y croire si c'est ce qu'on appelle une courbature d'effort, parce que le muscle a beaucoup travaillé. Mais on sent bien la différence entre quelque chose qui fait mal et quelque chose qui est un peu qui a une sorte de courbature parce qu'il a été beaucoup sollicité et que ça le tonifie. Ce qui est difficile à expliquer, moi je trouve, c'est la différence entre tonicité et crispation. Parce que souvent on nous dit être relâché, mais effectivement, ça c'est toujours le truc. On est complètement mou devant un instrument, on n'arrive à rien en tirer. Et comment trouver l'efficacité dans le mouvement qui fait qu'on arrive à trouver le bon mouvement tonique. Et ça, c'est basé sur une forme d'équilibre. C'est comme pour nous quand on a les pieds bien positionnés au sol. D'ailleurs, ce professeur, Jacques, m'avait dit « Est-ce que tu fais du ski ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Avec quoi tu tournes ?» Alors je disais « Je ne sais pas, le poids du corps, j'essaie de trouver... » Il m'a dit « D'abord avec le pied ». Alors ce qui ne voulait pas dire dans sa tête que la cause de tout venait des doigts.
on dit respire, ça va résoudre tous les problèmes. C'est vrai, mais il faut avoir conscience pourquoi ça résout les problèmes. Et comment le faire aussi. Exactement. Et comment le faire, et comment on peut voir que même de toute façon, dans le jeu, effectivement, on peut se retrouver dans des situations d'apnée qui créent aussi la crispation, parce qu'en fait, c'est un problème d'ordre général. Par ailleurs, la méditation, je vais dire une autre chose, moi ça m'a aidé sur un autre point, c'était lié à l'anxiété sur scène. C'est marrant, mais je trouve que tout est un peu lié. L'idée de se bâtir un répertoire de mouvements, d'exercices, qui nous permettent de façon rationnelle de nous raccrocher à quelque chose. Quand je joue, aujourd'hui, j'ai l'impression de savoir beaucoup mieux à quel endroit, même sur la touche, je place mon doigt, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce qui va venir comme événement, ce qui va suivre. Je ne dis pas que tout est toujours parfait, mais au moins, même quand je sens que je fais un truc un peu de traviole, j'ai cette conscience. Au moins, j'ai pu apprendre à sentir des mouvements et donc arriver à faire en sorte de corriger assez vite ou d'éviter les problèmes. Par ailleurs, c'est lié à autre chose, c'est aussi ces notions de panique qu'on a souvent quand on va monter sur scène, qui sont tout à fait normales, et là aussi qui sont liées à tout un tas de choses. L'une d'entre elles, c'est la peur, par exemple, du trou de mémoire. Alors, on n'est pas obligé de jouer par cœur, effectivement, il y a plein de gens qui ont répondu à ça par l'idée d'utiliser une partition. Moi, ça me satisfait pas, parce que la liberté que j'ai quand je peux jouer par cœur, elle est beaucoup plus grande, personnellement. Or, en fait, ce qui est vachement intéressant dans le trou de mémoire, c'est qu'on comprend beaucoup, si on analyse le mécanisme qui amène à un trou de mémoire sur scène, je parle bien sûr dans quelque chose qui est extrêmement préparé, même, je dirais, dans quelque chose qu'on joue avec partition, on sait très bien qu'on ne peut jouer correctement, je pense, un morceau qu'avec la mémoire. Et je dirais même, quand on déchiffre, on utilise notre mémoire, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, en fait. Tout ça, c'est un travail qui est lié à la mémoire. Donc, le trou de mémoire strict de l'erreur de texte, quoi, où on ne se souvient plus, le blackout, en fait, c'est intéressant parce que ça n'arrive quasiment jamais à la maison quand on n'est pas en situation de stress. Se tromper, faire une erreur d'harmonie, de ne pas jouer la bonne mélodie, de plus savoir quelle est la prochaine note ou le prochain accord. Ça, je pense que dans la majorité des cas, un morceau qui est ultra préparé, qu'on sait de manière un peu organique, si on n'est pas en situation de stress, ça n'arrive pas en fait. Donc c'est le stress qui provoque ça. Je ne dis pas que ça m'arrive plus, mais presque plus jamais, curieusement. Et là, c'est très lié à la méditation pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, schématiquement, c'est sur scène, quand on a une hésitation, qu'on se met à paniquer, alors c'est très vrai chez les pianistes encore plus que chez les autres parce qu'il y a toute cette notion d'accord, d'harmonie. Et pour la mémoire, je pense que les pianistes ont encore plus souvent de problèmes de mémoire que les autres. Enfin, si je ne m'abuse, mais... Chaque instrumentiste a l'impression quand même que... Oui, mais c'est possible que... Oui. Moi, j'entends plus d'histoires chez les pianistes, mais qui sont beaucoup liées notamment à l'harmonie. Enfin, l'erreur de base de plus savoir quel accord, quelle basse notamment. Jouer avec... On entend la mélodie, et de fil en aiguille, parfois, on ne sait plus du tout où on est. Mais ça peut arriver à tout le monde, je pense. Mais moi, ça m'a beaucoup arrivé avec des choses d'harmonie, comme ça. On joue la mélodie, puis je me dis, mais... c'est quoi déjà l'accord après? Et puis alors, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai l'impression que ma main va aller vers quelque chose et qu'il y a comme une voix intérieure qui me dit « Attention, 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 c'est pas ça ». Et à ce moment-là, qui m'indique presque de manière qui a l'air rationnelle, c'est, je sais pas quoi, un ré dièse, enfin je dis n'importe quoi. Et là, dans ces cas-là, à chaque fois, c'est faux. À chaque fois que j'ai corrigé quelque chose, en tout cas, c'était pas bon. Et donc un jour, je me souviens très bien, je me suis dit, je vais pas écouter cette voix, je vais laisser mes mains. Et j'ai constaté que ça marche. J'exagère un peu, mais c'est comme si on avait un petit personnage. Je me dis, n'écoute pas ça, laisse tes doigts et tes oreilles aller là où t'allais aller. Et en fait, à chaque fois, c'est bon. Et j'ai l'impression de, j'ai eu chaud, mais c'est passé. C'est ça, continue. C'est comme si à un moment donné, il y a une sorte de peur qui nous détourne de manière parasite, quoi. Et ça, en fait, c'est exactement le même principe que dans la méditation. Parce que quand on a des pensées qui arrivent comme ça, c'est comment on les évacue. Enfin, moi, ça m'a fait baisser le trac sur scène, mais je ne dis pas que je ne l'ai pas, hein, mais énormément. Parce qu'en fait, cette capacité de savoir qu'on a des moyens de résister contre... Mais on sait qu'on a des armes pour contrôler. C'est comment se constituer. Moi, je dirais, par rapport aux problèmes physiques, comment on se constitue un répertoire en conscientisant les problèmes. Donc moi, l'impression que j'ai, en fait, c'est que je n'ai pas résolu mon problème. J'ai l'impression de l'avoir cadré quelque part et d'avoir trouvé tout un répertoire de mouvements et de choses que j'ai apprises, plus ou moins, mais en tout cas de manière consciente.
et rationnelles avec lesquelles aujourd'hui dans lesquelles je puise pour arriver à jouer. Ce que je trouve fantastique avec ce que vient de nous dire Bertrand, c'est que ce sont vraiment les bases de compétences mentales fortes qu'il nous a expliquées à travers son vécu. C'est sa confiance en sa capacité à gérer des problématiques tant physiques que mentales qui lui permet de gérer, avant de monter sur scène ou sur scène, ses différents ressentis. C'est donc le fait d'avoir conscience de la présence de ce répertoire de stratégies qui nous permet de nous sentir forts. Pour le dernier épisode de cette série avec Bertrand Chamaillou, nous évoquerons le rapport des artistes à leurs blessures, la nécessité d'avoir rencontré ce type d'obstacle pour s'intéresser vraiment au fonctionnement du corps et de l'esprit, et même de composition et de Pierre Soulages. À très vite!